Alors, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur ce qu'il est possible de dire de singulier de Mozart, de la musique de Mozart, plus précisément de l'esthétique vocale de Mozart, en 1787, lorsqu'il compose le Don Giovanni, son Don Giovanni, qui va être joué, la première aura lieu à Prague, fin octobre. Pour l'histoire, il était prévu que 2 semaines avant, le Don Giovanni soit joué à l'occasion du mariage de la princesse. Et en fait, ça n'a pas été possible. On a joué les Noces de Figaro parce que les interprètes n'étaient pas au point. Donc on a différé ça. Oui, alors, ce que j'essayais de dire la dernière fois, c'est le fait que chaque être parlant, qu'il soit sur le versant homme ou femme, mais bien sûr de façon évidemment un peu différente, a notamment du côté de l'homme une part féminine. C'est compliqué, hein, parce que c'est pas quelque chose qui se... C'est compliqué parce que c'est pas quelque chose qui se voit, évidemment. C'est lié au langage, et que le langage ne différencie pas d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, pas du tout. Hein? Alors le langage, je répète à nouveau, c'est pas l'utilisation des mots, hein? C'est pas la communication. C'est pas le langage qu'on nous a appris à l'école, hein, avec des mots qui ont un sens, qu'on va utiliser dans ce sens précis pour arriver à se comprendre. C'est pas ça le langage dont on parle. Hein? On ne peut d'ailleurs pas trop dire ce qu'est le langage, bien sûr. Donc, du fait du langage, pourquoi? Parce que nous sommes nés dans un bain de langage. Voilà, c'est comme ça. Parce que par la voix des parents, la voix maternelle notamment, quelque chose justement, est transmis. Je dis quelque chose, hein. Les études scientifiques qui sont faites là ne peuvent pas convenir. Ah, on a voulu faire des études scientifiques pour savoir dans quelle mesure la voix maternelle, par exemple, pouvait conduire à cette grande difficulté qu'est l'autisme, par exemple. Alors on pourra en déduire certainement des conclusions, mais ça ne permettra jamais. L'idée, c'était de repérer, comme on pourrait repérer un gène qui est déficitaire, hein, qui ne va pas, de repérer ce qui pourrait ne pas aller pour éventuellement y remédier. Ça ne marche pas comme ça. Et heureusement, puisque ça c'était quand même le fantasme d'Hitler, ça, hein, quand même, hein. La science utilisée pourquoi? Pour faire une race extraordinaire. C'est ça qu'il y a derrière. Il faut bien penser qu'il y a ça. Derrière le discours. Ça ne veut pas dire que les scientifiques soient dans cette perspective-là, mais la politique derrière tout ça, c'est ça. Hein. C'est arriver à définir ce qui va permettre de. Bon. Alors, je reviens à Mozart, parce que Mozart n'était évidemment pas là-dedans. Non seulement parce qu'historiquement on n'en était pas là, mais parce que c'était pas comme ça qu'il n'en était pas du tout là-dedans, au sens où il était habité justement par le langage, et que sa réponse à lui, trouvée, c'est qu'il le dit qu'il arrivait des moments où tout d'un coup il était pris par quelque chose, et avant d'écrire son concerto, avant d'écrire son opéra, il avait tout dans sa tête. Tout ensemble, il insiste bien, tout ensemble, comme quand nous on regarde un tableau, la totalité, hein, il le dit, lui, il écrit, il le dit,
je voyais tout en même temps. Et à ce moment-là, il se met à écrire, parce que une des caractéristiques évidemment de Mozart, c'est qu'il écrivait, il écrivait comme ça, sans... Il y avait parfois des ratures, mais de façon rapide. Hein, c'était pas quelque chose qui prenait un temps important. Voilà donc, je reviens au... Alors qu'est-ce qui est en jeu à travers, c'est le cas de le dire, en traversant la dimension des mots utilisés pour comprendre, pour communiquer, pour signifier. Ce qui est en jeu, c'est qu'il y a autre chose qui soudainement peut apparaître. C'est là le génie du langage, qui est ce qu'on appelle la signifiance. Et c'est du côté de la signifiance qu'il y a autre chose qui peut passer, justement, notamment dans la voix. Et on peut dire que le pari de l'opéra, c'est ça, c'est qu'il puisse y avoir du moins c'est comme ça que ça démarre l'opéra. L'opéra, ça démarre pas sur la mise en scène, hein. Ça démarre sur la question de la voix, sur une esthétique vocale. Il peut y avoir possibilité que la voix transmette quelque chose qui va sembler être harmonieux, plus ou moins, que l'on va apprécier, qui pourra faire, comme on dit, qui pourra nous enchanter. Et vous voyez que plus particulièrement, c'est comme ça que ça démarre avec la dimension du baroque. Il y a toute cette dimension-là qui se met en place, qu'on pourra retrouver évidemment dans la musique symphonique aussi, hein, c'est pas uniquement l'opéra, dans la musique symphonique. Et Mozart donc se trouve même pas dans une articulation. Il y a dans la musique de Mozart aussi bien déjà présente la musique qui va apparaître beaucoup plus tard, aussi bien au niveau de la musique symphonique qu'au niveau de l'opéra, puisqu'il y a évidemment les deux, que la musique qui est celle de l'époque baroque dans laquelle il vit. Hein. Pour situer un peu les choses, Mozart arrive, si vous voulez situer un peu les choses, Goethe arrive juste après Mozart. Hein. Juste avant Mozart, hein, pour situer un peu les choses. Hein, Werther, par exemple, ça doit être 1670, 1770, quelque chose comme ça, et Don Giovanni, c'est 1787. On situe un peu les choses comme ça. Et on est dans la dimension du romantisme allemand, avec le Sturm und Drang, etc. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je voudrais un peu dire un peu autre chose, prolonger un peu ce que je disais la dernière fois. Parce que dans tout ça, il y a quoi? Évidemment, il y a qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, hein, parce que c'est ça le fond du problème, quand même, hein, et qu'est-ce qui peut les faire soudainement, il y a une temporalité, hein, soudainement se rencontrer ou rencontrer quelque chose, parce que se rencontrer c'est déjà une interprétation fallacieuse, excessive, pour autant que, et ça c'est l'expérience de la psychanalyse qui va le montrer, notamment avec Lacan. Freud va rester là-dedans devant une question, vous savez, hein, après il va écrire ça, Marie Bonaparte, après avoir étudié la psychologie féminine pendant 30 ans, Freud arrive en disant, voilà, moi je reste devant une question, was will das Weib, que veut la femme? Voilà. Et on est là, il va pas plus loin, et pourtant, le Andréa Salomé, il lui a susurré que, quand même, des choses tout à fait intéressantes, mais il a applaudi quand ça a eu lieu, hein, pour son 75e anniversaire, en 1931, mais de toute façon, il applaudit, mais c'est tout. Il n'arrive pas à quelque sorte à dire oui à ce qu'elle lui dit. Bon, alors, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une question, hein,
il y a vraiment une question qui est au cœur du langage, qui est cette question-là que pose Freud, et qui est au cœur de toute création littéraire, poétique, musicale, et évidemment dès qu'il s'agit d'opéra, puisque l'opéra, ça ne joue pas, c'est pas des instruments qui jouent sur une scène, pas la musique symphonique. Donc c'est des êtres parlants qui chantent. Et on peut d'ailleurs se demander justement si ce qui est en jeu dans l'opéra, c'est pas, enfin moi je le pose comme ça, évidemment, c'est pas tellement la question d'une mise en scène intéressante ou la question de telle ou telle, même de telle ou telle voix, mais il faut aller au-delà. La question qui est sans doute à se poser, c'est, et ça c'est celle que pose Mozart d'ailleurs, dans le Don Giovanni, hein, dans la façon dont il écrit la musique, c'est pas dans le livret, hein, il parle de la musique. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toute activité créatrice, artistique, si elle est artistique, n'est pas une façon, alors, comment dire ça, on va dire artistique, faute d'autres mots, n'est pas une façon de répondre à cette question qui est la suivante, dans la mesure où, eh ben, hein, voilà, malgré tout ce qu'on sait, il n'y a pas de rapport sexuel. Il faut définir ce qu'on appelle le rapport sexuel, hein, je ne parle pas du tout de rapport génital. Hein. Chez l'être parlant, qu'est-ce qui fait qu'il est quand même possible, on va dire par contingence et soudainement, que quelque chose puisse avoir lieu. Alors là, je ne suis pas du tout j'essaie d'aller au-delà de ce qu'on appelle la dimension du fantasme, puisque dans le fantasme, qui est très important, parce que vous pourrez dire le fantasme, c'est la réalité. C'est ce qu'on voit de la réalité. Hein. C'est pas une imagination comme ça qu'on pourrait avoir, tel qu'on en parle habituellement, c'est pas un fantasme. Hein. Dans le fantasme, évidemment, il y a un rapport entre l'homme et une femme, tel qu'on le voit, tel que l'homme le voit, tel que la femme le voit. Et tout ça, chacun se débrouille avec ça comme il peut. Mais si on va au cœur de l'être parlant, et non pas de ce qu'on voit, hein, notamment les caractères sexuels, primaires, secondaires, tertiaires, tels qu'ils ont été définis à la fin du XIXe, eh bien, si on va là au cœur du langage, c'est-à-dire au cœur de ce savoir nouveau qui introduit la psychanalyse, un peu après, fin XIXe, début XXe, eh bien, on en arrive à cette question: est-il possible que, du fait qu'il n'y a pas de rapport de couple, et ça c'est écrit même au niveau des caractères sexuels primaires, puisque vous avez effectivement des gènes homozygotes et hétérozygotes, c'est comme ça que ça marche, hein. Eh bien, les homozygotes, ils sont évidemment, ils peuvent faire couple en quelque sorte, hein. Ils sont homolios, les mêmes. Hein. C'est ça le couple. C'est deux choses homolios, identiques, qui peuvent s'assembler. Et puis il y en a qui sont hétérozygotes, donc hétéros c'est autre, et dès que c'est autre, on ne peut pas faire couple. C'est plus un couple, c'est autre chose. Hein, vous voyez la force des mots quand même, tels qu'ils peuvent être dans la... Parce qu'évidemment, on rêverait, c'est ça le fantasme, que justement il peut y avoir un rapport de couple parce qu'il y a homo et hétéro. Ben non, si on prend les choses comme au niveau de l'expérience, ben hétéro ça veut dire qu'il n'y a pas de couple, par définition. Hein. Alors qu'on a tous dans la tête que justement c'est parce qu'il y a un homme et une femme qui sont pas homo justement, c'est bien ça, c'est dans mais comment fonctionne le langage, pas le langage, l'utilisation des mots, c'est parce que justement il y a pas homo mais il y a hétéro qui a couple. Ben c'est pas vrai, c'est faux. Voilà. C'est complètement faux. Alors oui, dans quel bain on est, hein. C'est quand même assez compliqué l'affaire. Dès qu'on est sérieux, si on n'est pas sérieux, on se dit, ben voilà, il y a un homme et une femme qui devraient aller ensemble, c'est un grand truc maintenant, hein. Mariage homosexuel, etc. Pas question. Bon. Alors, je vais laisser ça de côté parce que
qu'on arrive un petit peu à s'arracher à ce labyrinthe. On est dans un drôle de truc. Hein. On peut y arriver quand même, mais enfin bon, au prix avec des compromis, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Puis il y a ce qu'on appelle l'amour, avec 3 M et puis 4 A. Avec ça, on se débrouille, quoi. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui peut... Alors, vous voyez que je reviens à l'opéra, je reviens à la voix, je reviens au langage, et là, on est dans un autre monde que celui du fantasme, dans lequel on croit qu'on n'est pas dans le fantasme. Parce qu'on rêve, on est en permanence dans un rêve éveillé. Et l'autre rêve aussi, évidemment. Donc vous voyez que ça ne va pas être facile du tout. Alors, ce qui se passe quand vous allez chez un psychanalyste, qui vous dit, allez-y, causez, parlez, ça je l'ai déjà dit, hein. Pourquoi? Parce qu'il faut aller il faut user jusqu'à la corde, et il n'y a plus que la corde du matelas, il n'y a plus rien du tout, hein. On a tout usé, hein. Il faut user jusqu'à la corde pour arriver justement au fait que, la corde, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Voilà. Alors comment faire? On peut quand même se débrouiller. Voilà. C'est à chacun à se débrouiller que c'est à chacune. Et voilà. Bon. Alors l'opéra, en fait, c'est ça l'hypothèse, et je pense que c'est un peu ça que on en arrive un peu là-dessus, c'est un peu ça que je vais développer l'an prochain. Ça va encore vraiment changer. Hein. Plus particulièrement, puisque mon trajet c'est de partir de Mozart, le cri de Don Juan, et maintenant d'arriver à Verdi. Donc je ne vais pas faire une analyse universitaire qu'on peut trouver partout, hein, historique, en disant Mozart c'est ça, puis après il y a eu ça, puis après il y a eu ça, puis là vous comprendriez, là il y aurait du rapport, hein, ça n'y a pas de problème, vous comprendrez bien, parce que ce serait bien avant. Mais c'est pas ça du tout qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est dans quelle mesure ce qui se passe au 19e, et justement, comme par hasard, quand va apparaître ce discours nouveau avec Freud, hein, parce que Verdi naît en 1813, il meurt en 1901. Donc Verdi, on est en Italie, évidemment. Freud, il naît au milieu du 19e, et il meurt en 1938. Donc, la psychanalyse, elle apparaît à la fin du 19e, et c'est à ce moment-là qu'il y a des opéras de Verdi extraordinaires, notamment Othello, qui est l'avant-dernier, et c'est à ce moment-là que va apparaître Puccini. Et quand Verdi se met à faire des opéras, il y a en Italie tout un courant d'opéras qu'on appelle le bel canto, hein, Bellini, hein, Norma, par exemple, Norma de Bellini, hein, et d'autres qui essaient de transmettre dans la voix quelque chose qui est apparu progressivement. On a déjà laissé de côté toute la période antérieure qui est la période du baroque, et évidemment l'opéra c'est l'Italie, hein, de toute façon. Je crois qu'il y a des raisons de son de la langue italienne, c'est sûr ça, mais on y reviendra sans doute l'an prochain. Ce qui se passe avec le bel canto, hein, si vous écoutez certains artistes, par exemple des sopranes, notamment des sopranes et des ténors, que vous pouvez connaître, hein, c'est toute la dimension, on va dire, ce qui s'appelle la colorature, la couleur, des voix qui montent relativement haut, hein, dans les aigus, par exemple Nathalie Dessay, hein, et il va y avoir en permanence une ornementation, et il faut donc une grande habileté, une grande agilité de la voix, pour une grande souplesse pour chanter ça. Mais ce qui n'est pas pris en compte dans cette dimension de l'opéra, et pourquoi pas, il n'y a pas à lui demander, c'est comme ça, hein, c'est le fait que justement, la vie, c'est-à-dire ce qui se passe entre un homme et une femme, eh bien, c'est quand même assez tragique. C'est dramatique. Dramatique, c'est pas dire que c'est pessimiste de dire ça, c'est dramatique, et progressivement va apparaître, notamment avec Verdi, hein, je vous parlais de Bellini, aussi de Donizetti, etc., va apparaître les premiers opéras
Verdi, c'est autour des années 1835, chose comme ça, hein, et va apparaître quelque chose qui va, à mon avis, et c'est ce qui m'intéresse, prendre en compte cette dimension dramatique de l'existence. Et il va en résulter des compositions, c'est le cas de le dire, vous l'écrivez comme vous voulez, hein, des compositions dramatiques. Dramatique au sens où, justement, c'est la voix qui va mettre ça en jeu. Et donc, on sort des petites finesses, des coloratures, etc., des petits ornements, des petits trucs, etc., légers, puis on va trouver ça chez les ténors aussi, légers, etc., pour arriver à ce qu'on appelle le ténor lyrico spinto, et c'est le soprano lyrico spinto, où déjà on est dans autre chose, il y a du brillant davantage dans la voix, il y en avait aussi dans les autres, c'est pas le problème, il y a du brillant, il y a une voix de plus en plus étoffée, de plus en plus développée, et puis Verdi, il va monter un petit peu les tessitures aussi. C'est-à-dire qu'il va demander aux interprètes de chanter un petit peu plus haut. Et la première qui demande ça, eh ben, c'est dans Nabucco, hein, c'est celle qui va chanter Abigail, hein, celle qui va devenir sa femme, eh ben, il va en résulter qu'elle va complètement perdre sa voix dans l'interprétation d'Abigail. C'est-à-dire qu'il y a des sauts, c'est pas des sauts d'octave, c'est plus que ça, et je pense qu'il n'y avait pas une technique, on n'a jamais fait de commentaire là-dessus, hein, on n'y touche pas, hein, pas question de toucher à la femme de Verdi, hein, mais il en résulte que la Strébonie, elle ne va plus chanter du tout. Bon. Et on peut penser que, tout ça pour vous montrer qu'il fallait avoir une grande agilité, il fallait avoir en fait une certaine technique, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout se valait, et qu'il y avait quelque chose qui faisait que, il y avait quoi, une élimination, hein, une décomposition, comme je disais tout à l'heure, particulière au niveau des interprètes aussi. C'est-à-dire que c'est comme ça que se faisaient les sélections. Et Verdi, lui, qui ne chante pas du tout, qui est uniquement un compositeur, comme ça va avancer progressivement. Alors, on pourrait décrire en disant, comme toujours, vous savez, l'histoire, hein, il part de là, puis progressivement, etc. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même comme Verdi, il y a un loulou particulier, pas très loin, c'est un vrai loup, hein, c'est Wagner. Il y a en Allemagne, Wagner. Et Wagner, à la différence de Verdi, Wagner, on peut dire qu'au départ, il n'était pas très doué pour l'opéra. Pas doué du tout. Donc, et en fait, on peut dire que dans tous ces opéras, hein, l'histoire de l'épée qu'on va chercher, etc., ben c'est lui qui est en train de chercher la musique. Hein. C'est ce qu'elle me dit, hein. Elle ne sait pas trop les trucs. Mais il est arrivé, Wagner, à faire effectivement des opéras, quelque chose d'assez dense, d'assez particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et Wagner il était entouré par il y avait une cour autour de lui. Hein. Ça continue. Hein. Quelque chose d'un peu fou, hein, vous savez, Ludwig de Bavière, tout ça. Enfin, il y avait toute une série de choses. Et lorsqu'il meurt, je crois qu'il meurt en 1883, je crois. Hein. Verdi est à la fin, Verdi, il est né en 1813, il meurt en 1901, il est à la fin de sa carrière. Et il y en a qui disent que, bon je ne crois pas trop, enfin pourquoi pas, que Othello justement qui va être fait dans ces années-là, hein, Othello est en quelque sorte un opéra qui n'est pas étranger aux opéras de Wagner, notamment à Tristan. Bon, c'est à voir, enfin bon, je crois que c'est en chantant qu'on se rend compte des choses. Hein. Et puis après, il restera un opéra, comme a fait Verdi, Fastal, qui est quelque chose de plus simple. Hein. Bon, puis après c'est fini, il va mourir en 1900. Bon, donc je reviens au fait que, ce que je veux dire par là, c'est que le génie de Verdi, ça va être de pouvoir, il n'y a pas besoin qu'il le pense, hein, c'est dont je parle, surtout même pas qu'il le pense, de pouvoir non seulement mettre en scène, bien sûr, c'est la mise en scène, évidemment, hein, mettre en scène l'opéra, c'est-à-dire par exemple ce qui se passe entre Desdémone et Othello, à partir de la pièce de Shakespeare, mais Boito a changé complètement le livret, c'est plus du tout, c'est pas la pièce véritablement de Shakespeare, mais
C'est vraiment pas ça le problème. Le problème, c'est que ce qui va apparaître dans cet opéra de singulier, c'est le drame de l'existence. C'est-à-dire, je vais vous le résumer rapidement, hein, c'est simple. Hein. C'est-à-dire qu'Othello, le mort, là, celui qui est âgé déjà, qui est vainqueur, etc., qui revient et qui va retrouver sa femme, Desdémone. Desdémone, elle a fui. Elle a fui son père, elle a quitté Venise. C'est une patricienne qui a quitté Venise, qui est d'origine noble à Venise. Et Othello n'est pas du tout quelqu'un c'est quelqu'un qui est devenu quelqu'un qui s'est forgé avec ses victoires. Et donc cette femme, elle l'aide. Hein, donc elle a quitté, notamment elle s'est brouillée complètement avec son père. Et quand il revient après avoir battu les Turcs et que commence l'opéra, rapidement il apparaît un duo entre Desdémone et Othello, et on sent bien que c'est un duo d'amour, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est déjà présent. Et toute l'interprétation, pas au niveau du rôle de Desdémone, c'est une soprane dramatique, hein. S'il faut aussi une soprane dramatique, s'il y a un ténor dramatique, il faut une soprane dramatique, là. Eh bien, au niveau d'Othello, toute l'interprétation de ce premier duo, il y en aura un autre après au troisième acte ou au deuxième acte qui sera terrible, hein, mais dans ce duo d'amour, là, où ils semblent tout à fait, je dis bien, ils semblent tout à fait s'aimer, tous les deux, il y a déjà la graine de ce qui va arriver après. Vous savez, la graine, ce qui arrive après, c'est qu'il y a un diabolique qui s'appelle Iago, qui va persuader, avec toutes sortes d'artifices, Othello, eh bien, que sa femme, Desdémone, aime quelqu'un d'autre, etc. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'important dans cet opéra, c'est comment, c'est la question que moi je pose, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de chanter cet opéra-là, par exemple là, dans un an ou deux, la question qui m'intéresse, c'est comment, parce qu'il y a une tessiture qui est impressionnante, au monter au contrut, actuellement quasiment personne ne peut le chanter, hein. Et il faut descendre très bas, donc il faut garder le brillant de la voix, le brillant aussi bien dans les basses que dans les aigus. Je parle pas du médium, parce que là évidemment il faut avoir du brillant, et une voix relativement forte. Et l'important c'est donc d'arriver, en chantant Othello, d'arriver à ce que on transmette, et bien voilà, le fait qu'il n'y a pas de rapport qui fasse couple. Pas du tout. Et ça ne rend pas compte du tout de l'histoire, c'est-à-dire de ce qui se passe entre Desdémone et Othello, c'est pas ça le problème. Ni même Iago. Iago n'a aucune idée de ce qu'il met en jeu, sauf que c'est le méchant du moment, quoi, hein, qui règne en divisant. Voilà. Bon. Eh bien, s'il y arrive, si ça marche, c'est bien parce que il y a quelque chose chez cet homme, Othello, qui n'est pas tout à fait ce qu'il pense. C'est-à-dire que Desdémone, pour lui, est quoi? Pas le problème. Ben, les féministes, là, s'y rappliquent, ils vont me lapider, hein. Ben, il est ce qui est souvent une femme pour un homme, c'est quoi? Ben, c'est quoi? C'est une idée. Voilà. C'est une idée. Il faut prendre le mot grec. C'est-à-dire, c'est un système de représentation. Hein? Et ça ne peut pas être autre chose, en fait. Le problème, c'est est-ce qu'il est possible, à partir de là, alors là, vous voyez, c'est pas un travail personnel, d'arriver à autre chose. C'est bien parce que c'est une idée qu'il n'y a pas de rapport sexuel qui fasse couple, en fait. Hein? C'est-à-dire que c'est toute une élaboration fantasmatique qui est comme elle sera. Puis alors, du côté de la femme, il ne faut pas penser que c'est mieux, hein. Mais c'est pas le miroir. C'est pas tout à fait pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque chose de différent entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, ben, il est porteur d'un phallus. Je ne parle pas du pénis, hein. Le pénis, c'est pas le phallus, hein. Il ne faut pas croire que c'est si simple que ça. Hein. Il est porteur de quelque chose
que cette femme, elle n'a pas. En principe, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup qui demandent qu'il ne l'ait pas, hein, justement. Hein. Bon. Et donc, comme elle ne l'a pas, qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a qu'une solution, c'est qu'elle s'identifie au phallus. Il n'y a pas d'autre solution. Si elle ne s'identifie pas au phallus, jamais elle ne désirera un homme. Voilà, c'est tout simple. La cuisine, elle est simple. Hein. Mais dans les faits, c'est quand même autre chose. Hein. C'est bien plus compliqué que ça. Pour autant qu'il y a quand même quelque chose au niveau de ce qui va faire rencontre, on va dire, sexuelle et génitale entre l'homme et la femme, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait rencontre. Mais néanmoins, vous voyez, sur quoi ça repose cette affaire-là? Ça repose sur le fait que l'homme, il est complètement torturé par ce truc, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment ça va marcher. Quand il en aura besoin, il faut bien partir de là, hein. Évidemment. Celle qui pense autrement, c'est autre chose, hein. Mais un homme, il est torturé par son phallus, hein. Faut pas croire qu'il arrive et puis comme ça, il met en route la mécanique, il suffit de mettre à je sais pas combien, et ça marche pas comme ça, hein. Bon. D'une part, alors, et la femme, par rapport à ça, pour qu'elle ait envie de ce phallus, c'est pas le pénis dont je parle, hein, c'est plus compliqué que ça, il importe qu'elle soit identifiée au phallus. Voilà. Alors, voilà. En plus, c'est des identifications. Je vous dis qu'on ne peut s'identifier qu'à ce qu'on n'a pas, hein, je veux dire, voir qu'à ce qu'on n'est pas, c'est très compliqué, hein. Et c'est bien plus compliqué que quand même tout ce qu'on m'a raconté il y a quelques semaines, on continue à raconter là, sur un type qui a fait ça, puis l'autre, etc. Autrement dit, pour dire les choses simplement, ce qui peut se passer, alors pas entre l'homme et la femme, hein, parce que la femme c'est cette idée, là, hein, c'est pour ça que là quand on dit la femme n'existe pas, c'est une idée. Bien sûr, c'est une idée qui existe. Mais c'est ça qui va guider ce qui se passe entre un homme et une femme habituellement. Avec tous les avatars qui vont rapidement apparaître, c'est logique. C'est logique. Hein, d'une part. Hein, et puis d'autre part, eh bien, du côté de la femme, vous voyez qu'elle peut très bien être dans une position qui fasse que, finalement, ce qu'on appelle le rapport au phallus, ça ne l'intéresse pas, tout simplement. Voilà, c'est tout. Et puis ça peut exciter un homme, par exemple. Ah ouais. Il peut se passer n'importe quoi. Bon. Et à partir de là, vous voyez que ce qui peut se passer entre un homme et une femme, c'est très compliqué, d'une part, et j'ai même fait un lapsus, c'est pas ce qui peut se passer entre un homme et une femme, ce qui peut se passer entre l'homme et la femme, article défini. Ce qui est défini, c'est ce que je vous dis, mais ce qui est important, c'est l'article indéfini, le 1, entre un homme et une femme. Et alors là, tout est changé. Là, pour ouvrir vos oreilles, tout est changé. Parce que c'est pas du tout un homme qui décide quoi que ce soit. C'est toujours une femme qui va trouver, par rapport à cette identification phallus dont je vous parle, qui va trouver quelqu'un qui va être son homme. Un homme. Et alors là, quelque chose peut se mettre en route. Autrement dit, évidemment, la femme est l'avenir de l'homme. C'est évident. Tout le reste, c'est tout le bricolage qui peut être fait autrement. Donc, vous voyez que c'est très compliqué, c'est très élaboré. Donc, dans quelle mesure ceci l'opéra en rencontre? C'est un peu ça la question. Évidemment pas comme je vous le dis, puisque je vous ai dit, en plus c'est compliqué, puis j'ai un peu schématisé pour un petit peu préciser certaines choses, mais dans quelle mesure il est possible qu'entre un homme et une femme, il y ait soudainement quelque chose qui fasse couple, qui fasse rapport, alors que tout porte à ce que ce quelque chose-là n'ait pas lieu, puisque ce quelque chose-là, il faut qu'il soit créé. Il soit créé, et pas avec la pensée. Puisque la pensée, ce qu'elle crée, c'est du fantasme, rien d'autre. C'est que la pensée, elle ordonne, elle organise la pensée, hein, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus aujourd'hui, et puis on essaiera, sans doute, de revenir sur ces questions, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, l'année prochaine, c'est-à-dire à partir d'octobre, 3e vendredi d'octobre, ici, au même endroit.